Donc, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est la nouvelle appellation de l'atrophie vulvo-vaginale qui a l'avantage d'englober les symptômes vulvo-vaginaux, sécheresse, brûlure, irritation, les symptômes sexuels, dyspareunie, et puis les symptômes urinaires avec les mictions impérieuses et les infections. La sécheresse vaginale impacte des patientes, même sous traitement hormonal de substitution par voie générale, dans 50% des cas, et 59% des patientes se plaignent d'un impact négatif de cette sécheresse sur leur vie. Il est bien sûr en rapport avec la décroissance des œstrogènes et autres stéroïdes et a des conséquences histologiques avec un amincissement de l'épithélium pavimenteux, une diminution des fibres de collagène, des vaisseaux sanguins et une altération des fonctions des cellules musculaires lisses. On a également à la ménopause des modifications anatomiques que l'on va noter à l'examen clinique avec des modifications des petites et grandes lèvres, un aspect comme une lichenification, un vestibule et un orifice vaginal qui perdent son élasticité, qui est resserré, une atrophie de la muqueuse au niveau de l'urètre et de la vessie, une muqueuse vaginale avec des pétéchies qui va s'affiner. Les patientes disent qu'elles ont l'impression que ça va se déchirer, un vagin qui est plus étroit et plus court, et enfin une perte de l'élasticité avec une lubrification diminuée. Ce dont on dispose, ce sont les thérapeutiques hormonales, le traitement hormonal, mais on a vu ses limites par voie générale. J'ai cité la tibolone, le Livial qui aurait une bonne action sur la muqueuse vaginale, l'ospémifène, j'y reviendrai tout à l'heure, les phytoœstrogènes, et puis par voie locale ou outre les œstrogénothérapies locales, je vous parlerai des études que j'ai retrouvées là dans la littérature sur les ovules de DHEA et de testostérone. L'ospémifène, c'est un SERM, donc un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes, qui, sur les études que j'ai reprises dans la littérature, montre un effet tout à fait significatif versus placebo. Il s'appelle Synchio, 60 mg, une gélule par jour, avec des contre-indications avec un risque thromboembolique, et son indication, c'est l'atrophie vulvo-vaginale modérée à sévère. Et bien sûr, également dans les contre-indications, le cancer hormonodépendant. Les ovules de DHEA, alors ça se retrouve pas mal dans la littérature, 6,5 mg par jour, c'est une préparation magistrale, et après un traitement de 12 semaines, les études aussi montrent une efficacité assez importante, sans augmentation des taux plasmatiques de testostérone ou œstrogène, et une amélioration très significative de cette atrophie couplée à une amélioration du désir sexuel. Pour la testostérone, c'est pareil, je passe rapidement parce que je veux aller sur les nouvelles techniques de prise en charge, mais il y a une étude très sérieuse versus placebo avec un groupe de patientes avec une 0,625 mg d'œstrogène et qu'un seul, et un autre groupe 0,5 d'œstrogène, 0,5 de testostérone. Net résultat positif pour les patientes avec les deux groupes hormonaux, avec, concernant le groupe avec la testostérone, une amélioration très nette du désir sexuel et par contre un taux plasmatique de testostérone plus élevé. Voilà, mais ça peut être des astuces pour nos patientes qui se plaignent de désir, également d'une baisse du désir sexuel. Les thérapeutiques non hormonales, on les connaît, je passe très rapidement, pour arriver aux nouvelles stratégies de prise en charge avec au premier rang le laser CO2. Le laser CO2 fractionné, c'est le même laser que celui qu'on utilise au bloc et il est couplé à un scanner qui va fractionner l'énergie et permettre une pénétration profonde sans altération au niveau du point d'impact. En fait, il est utilisé par les dermatologues depuis de très nombreuses années. Il est connu par eux pour le remodelage collagénique qu'il va permettre d'obtenir. D'où l'idée de dériver son application sur la muqueuse vaginale. Donc, il va activer les fibroblastes de la muqueuse vaginale
augmenter le nombre de fibroblastes fonctionnels qui, du coup, vont retrouver une capacité de synthèse du collagène et de l'acide hyaluronique. Ces indications, ce qui nous concerne aujourd'hui, mais également dans les brides vulvaires, les cicatrices, le lichen scléreux atrophique, les conséquences du lichen, pas en traitement d'une poussée de lichen. Dans le renforcement de la fourchette vulvaire chez les patientes qui ont des fissures à ce niveau. Pour les patientes qui n'ont pas d'équilibre de leur flore vaginale à la ménopause et qui se plaignent de mauvaises odeurs en rapport avec des perturbations du pH vaginal, pour les mictions impérieuses, je vous expliquerai comment. Et pour l'incontinence, vous remarquerez que j'ai mis un point d'interrogation et on en débattra, si vous le voulez, avec le docteur Mouly, que je remercie d'être là. Pour les contre-indications, j'ai retenu le prolapsus génital, les infections urinaires, les métrorragies, les plaies vaginales ou cervicales, les frottis anormaux et, en fonction de l'examen clinique, si il y a une ulcération sur le matériel de TVT ou de TOT, bien sûr, ça devra faire exclure la patiente. Les effets secondaires sont extrêmement légers et durent les quelques jours, 2-3 jours après le laser. Ça va être une sensation d'échauffement, une sensation d'inflammation, des petites pertes de sang très légères. Sur certaines revues, sur certaines publications, les Italiens, dans 2 cas, notent une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre sur une étude où ils mesuraient par une écho endovaginale l'endomètre. Les bons gestes, dans ces nouvelles techniques, il faut être extrêmement, encore plus rigoureux. Interrogatoire détaillé, clinique, très poussé de la patiente, ce frottis récent normal, un examen du col. Avant de faire le laser, vérifier comment on va introduire la sonde pour éviter de faire mal à la patiente. Toujours être attentif au ressenti de la patiente pendant l'examen. Stopper l'acte si douleur. Je vous expliquerai qu'on diminue la puissance au niveau de l'orifice vaginal. Et bien sûr, prudence si colpectomie ou bride suite à des lichens plans, par exemple, érosifs. Bien sûr, on connaîtra parfaitement les caractères physiques du laser que l'on utilise. Alors, l'écran se présente comme ça sur l'appareil que j'utilise. On va réaliser cet acte en consultation sans anesthésie. La durée du traitement est de quelques minutes. On va effectuer 3 séances à 4 semaines d'intervalle. On va régler la puissance du tir entre 30 et 40 watts, le temps d'impulsion, l'espacement des micro-points de tir et la profondeur qui s'appelle le stacking de pénétration du rayon laser dans la muqueuse. On a plusieurs pièces à main à disposition. Moi, j'utilise la A pour la restauration vulvovaginale, la D étant réservée à la fourchette vulvaire. Alors, si le... voilà, il ne s'est pas lancé. Donc, je vais revenir en arrière. Excusez-moi pour lancer le film. Je reviens en arrière. Je vais lancer à la main. Voilà comment se déroule la séance. Voilà, donc on introduit la pièce à main. On ne peut pas utiliser de lubrifiant qui diminuerait l'efficacité qui absorberait en fait l'énergie laser. Donc voilà, il faut être délicat avec la patiente. On n'a qu'une taille à disposition. Et puis voilà ce que ça donne en interne. Avec, à chaque tir, on appuie, la pièce à main est graduée et on va avoir comme ça une pénétration qui va entraîner une agression thermique et c'est cette agression thermique qui va déclencher le processus de réparation. Dès qu'on arrive au niveau du vestibule, on diminue la puissance. Pour éviter des douleurs, on va passer à 20 watts, on va diminuer également la puissance de pénétration. Et voilà ce que l'on obtient. Alors,
Avec le laser CO2, depuis 2013, on a des publications tout à fait sérieuses de nombreuses équipes européennes, en particulier les Italiens, qui ont publié dès 2014-2015 en montrant l'efficacité d'abord sur des très courtes séries de patientes, mais vous allez voir dans ce que je vais vous présenter qu'on va avoir des séries avec un recul à 2 ans sur plus de 500 lasers. Donc sur cette étude des Italiens 2015, on voit c'est une biopsie avant et après, et on voit l'angiogénèse en particulier des papilles épithéliales, l'augmentation des vaisseaux, la dilatation, etc. Alors ça, c'est toutes les études publiées cette année. Donc sur 386 patientes, 3 séances de laser, et c'était une évaluation à 12 mois avec une satisfaction qui est extrêmement importante puisque la satisfaction globale est aux alentours de 90%. 53 patientes en préménopause, 3 séances de laser. Là, on va noter une augmentation très nette des lactobacilles qui vont passer de 30 à 79%. 3 séances de laser à 6 semaines d'intervalle, taux de satisfaction 92%. Et là, l'intérêt de cette série, à 1 an, ce bénéfice se maintient et les patientes en général reviennent pour demander une nouvelle séance d'entretien à 18 mois. 102 patientes, là aussi, nette amélioration de la fonction sexuelle. Là, 3 séances de laser à 1 mois avec traitement vulvaire, pareil, à 15 mois, une amélioration qui reste très importante. Alors, cette étude-là, elle a le mérite de montrer que chez les patientes qui n'ont pas atteint un niveau de satisfaction suffisant, en augmentant les séances et en allant jusqu'à 5 séances, on va avoir une quasi-satisfaction de l'indice de satisfaction globale de vie, de la valeur de maturation vaginale, sur la sécheresse et sur la dyspareunie. Donc, il ne faut pas hésiter. J'accélère. Donc, je vous passe les études qui sont convaincantes pour arriver, dernière étude, et pour arriver à l'acide hyaluronique, puisque je n'ai plus que 5 minutes, je passerai sur ce composant principal de la matrice extracellulaire. Les indications, on retrouve les mêmes, avec une limitation très importante puisqu'il ne peut être utilisé que dans le vestibule postérieur et le tiers inférieur du vagin, ce qui amène à comprendre que, évidemment, le laser sur l'atrophie vulvo-vaginale reste quand même la méthode la plus intéressante. Juste pour vous montrer comment ça se passe, donc sur une zone, alors là, c'est pas très magnifique, voilà, et donc comment ça va? Une anesthésie locale avec une préparation à la lidocaïne. Donc, je vais vous dire à 10%, que je laisse en place 5 minutes, une désinfection soigneuse et puis 1 millilitre du seul acide hyaluronique pour l'instant commercialisé qui a le marquage CE et qui s'appelle Désirial. Voilà, donc c'est totalement indolore. On masse à la fin de l'injection et on va faire plusieurs injections. Voilà, les limites, je vous l'ai dit, c'est essentiellement pour ces patientes le fait qu'on ne peut traiter que le tiers inférieur du vagin. Donc je trouve, moi, que ça a plus un intérêt sur les lésions de la fourchette vulvaire. Alors bon, l'évaluation, on a très peu d'études. Donc ça, c'est une étude que j'avais publiée avec le laboratoire Vivesi et une très bonne satisfaction, mais on a très peu d'études. Ça, c'est CHU de Nîmes, Pierre Marès et Nicolas Bérény, 90% d'amélioration, 50% de normalisation du pH, mais on peut regretter l'absence d'études en double aveugle versus placebo. Je parle très rapidement de la radiofréquence que j'utilise depuis moins longtemps que le laser. J'ai utilisé un appareil d'abord monopolaire qui est décrit là. Donc là, en fait, on va entraîner on va chauffer la muqueuse vaginale jusqu'à 42 à peu près degrés. On va atteindre 42 degrés. On va balayer
toute la méthode. C'est un acte qui est long, ça dure 20-25 minutes. Je ne suis pas extrêmement satisfaite. L'avantage, c'est que la pénétration est un peu plus profonde et donc, pour ceux qui l'utilisent en priorité, ils mettent en avant, par rapport au laser, la supériorité sur le phénomène de tension, parce qu'on va aller en profondeur jusqu'à 5 mm. Alors ça, c'est l'appareil que j'utilisais, donc monopolaire, et j'ai là à laisser un appareil quadripolaire qui semblerait être plus, en tout cas, confortable pour nous médecins dans l'utilisation, et la répartition de la chaleur se ferait mieux entre les quatre électrodes, sans avoir à mettre une plaque, etc. Donc, beaucoup plus facile d'utilisation. Il semblerait que ce soit mieux, et avec cet appareil, on a quelques études qui semblent satisfaisantes. Les soft lasers et les LED qui sont également utilisés, alors plutôt pour leur action antalgique, sur l'action sécheresse, ça peut être un complément, ou ça peut permettre chez des patientes qui ont une très très grande sécheresse, avec un vagin très très court, de restaurer d'abord avec des méthodes très douces qui n'agressent pas la muqueuse vaginale, pour ensuite pouvoir utiliser un laser de type Mona Lisa de DK. Voilà, donc on a une sonde endovaginale donc ça c'est une association d'infrarouge avec des lasers froids, et donc ça utilise les pouvoirs les propriétés de la lumière. Le lipofilling vaginal, je vous montre parce que je trouve que ça, c'est vraiment, chez certaines patientes, absolument révolutionnaire, en particulier chez des patientes qui ont eu des curithérapies vaginales. Le fait de pouvoir faire, alors ça se fait au bloc opératoire, c'est lourd, un lipofilling, et ensuite de tapisser entièrement tout le vagin avec cette graisse qui a été préparée, on a vraiment de très très bons résultats chez des patientes donc chez qui on ne va pas pouvoir faire d'emblée un laser, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir mettre la pièce à main. Donc, alors, bon, voilà comment on injecte. Ça, c'est un lipofilling des grandes lèvres, c'est pas tout à fait pareil. Je passe rapidement pour en arriver ici, chez cette patiente. Ça, c'est l'équipe de Méningo à Créteil, et donc où ils font un lipofilling qu'ils associent au PRP, qui, je vous le rappelle, quand c'est thérapeutique, peut être utilisé. L'interdiction d'utilisation du PRP en France, c'est l'esthétique. Voilà, un décès quand même par embolie, donc voilà, prudence dans l'utilisation de ces méthodes. Je voulais juste rappeler les principes de bonne pratique qui sont encore plus importants à respecter quand on utilise des nouvelles techniques qui n'ont pas encore l'aval de la communauté scientifique. Il faut savoir qu'on est vraiment, qu'il faut être d'une extrême prudence. Donc je veux rappeler qu'il est essentiel de bien connaître l'anatomie avant de se lancer. Il faut avoir une démarche clinique rigoureuse et pas accepter des patientes qui viennent pour un laser sans avoir fait toute cette démarche clinique. Il faut avoir validé des DU spécifiques qui existent, qui commencent à exister en France. Il faut respecter les données acquises de la science. Et surtout, et je terminerai par ça, il ne faut absolument pas oublier d'avoir signalé à son assureur qu'on va utiliser des appareils de radiofréquence, qu'on va faire des injections ou qu'on va faire du laser. Je vous remercie. Merci Christine. Pendant que tu réponds aux questions de la salle, je demande à Eric Seban de se préparer à nous parler de l'actualité en matière de chirurgie du cancer du sein. Il y a des questions pour Christine? Oui, Monsieur Pigné. Je ne sais pas qui sont les clés. Alors, c'est très intéressant tout ce que nous a présenté notre collègue. Le seul problème, elle l'a dit elle-même, c'est que ça manque totalement de validation scientifique. Oui. Et quand on fait PubMed, et je l'ai refait récemment parce que je parlais justement de problèmes de sécheresse vaginale, et il y a très très peu d'études, voire aucune, qui soient randomisées prospectives. Et même mon ami Pierre Marès, qui s'intéresse beaucoup aux problèmes et qui est en train d'évaluer ces choses-là, reconnaît que ça manque du minimum de validation scientifique. Oui. Chaque fois qu'on commence à utiliser une méthode, on manque de validation. Il y a toujours un moment... Alors, vous me laissez juste finir. Sur ce qui est du laser, vous êtes assez convaincu sur la qualité des publications qui sont de plus en plus fréquentes.
Elles sont et fréquentes, sérieuses. mais elles sont essentiellement observationnelles. Elles sont observationnelles parce que c'est très difficile dans ce domaine et c'est pour cela que nous sommes avec le service de Catherine Usan à la Pitié en train de faire une étude multicentrique. C'est la petite flèche. Nous allons essayer de faire non observationnel et c'est également pour ça qu'à Nîmes, Pierre Marès est en train de débuter une étude avec biopsie, étude de la modification des récepteurs à l'intérieur des cellules, etc., qui est en train d'être en cours et dont les résultats, à mon avis, seront dans un an. Et j'espère que ce que nous menons avec Catherine Usan, enfin avec Henri Azaïs à La Pitié, pourra être publié très prochainement. C'est sûr que, je crois que, je vous l'ai dit, sur l'acide hyaluronique, il n'y a pas du tout d'études. Sur le laser, je pense qu'on peut accepter d'entendre qu'on apporte une nette amélioration à nos patientes. Si vous voulez, il y a un moment donné, c'est sûr qu'on est dans une phase où encore, on n'a pas ce que vous demandez. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne fallait pas faire de la cellio? Non, la question que je dis, c'est pas ça. Je dis qu'avant de mettre dans les mains de tout le monde des techniques nouvelles, il serait bon de les évaluer avant. Dans le médicament, il ne viendrait pas à l'idée de dire, écoutez, on va essayer une nouvelle molécule, on va voir ce que ça donne, si ça marche, on fera les études après. C'est le seul reproche que je fais pour le moment à cette chose-là. Je pense que restons sur le laser si vous voulez, mais le laser, on a suffisamment d'études pour ne pas faire courir de risques à nos patientes. Moi, je voudrais dire un truc, Christine. Moi, je suis impressionné par les résultats que ça donne chez les patientes sous anti-aromatase, qui ont une atrophie profonde, pour lequel il y a un échec complet de tous les traitements non hormonaux. Ces patientes, elles ont 50 ans, elles n'ont plus de rapport sexuel. Je traite 300 cancers du sein par an en France et toutes mes patientes qui ont une atrophie vaginale sont confiées à des laséristes. Elles viennent et elles vous disent, après la première séance, j'ai à nouveau des sécrétions vaginales. Après. Ah oui, c'est... Les effets sont un petit peu... Enfin, le mécanisme des effets est un petit peu mystérieux sur le collagène, etc., la vascularisation. Et il y a beaucoup de stimulation tissulaire, de choc tissulaire, qui sont capables de le faire, soit l'herbium YAG, le LED, la thermofréquence, tout ça semble avoir les mêmes effets. Alors, juste pour information, moi j'utilise depuis à peu près 6 mois un mécanisme qui s'appelle les ondes de choc, qui est très utilisé par les kinésithérapeutes pour les pseudarthroses ou pour les douleurs tendineuses. Et ces ondes de choc qui créent aussi des petites micro-lésions tissulaires entraînent de façon très spectaculaire une réduction, voire une guérison des sécheresses vaginales. Voilà. Je vous propose de continuer à discuter de ce sujet avec Christine pendant le déjeuner. Donner la parole à Éric Seban.